Bonsoir et merci d'être là avec nous pour cette neuvième séance du séminaire Apprendre la Palestine. On va parler aujourd'hui de la Palestine dans le mouvement syndical français. C'est un sujet, j'introduis rapidement. L'engagement syndical en faveur de la Palestine, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la tradition du syndicalisme international. Et plus particulièrement dans ce qui est l'engagement des mouvements syndicaux pour les luttes contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Et c'est une histoire qui prend un tournant nouveau avec la mondialisation néolibérale, mais on a encore un certain nombre de syndicats qui continuent ici en France à s'investir sur la question palestinienne et à se faire le relais de la cause palestinienne dans la société française, et en particulier dans le milieu du monde du travail, et qu'il s'agisse de relayer des témoignages de travailleurs palestiniens, de dénoncer le colonialisme israélien ou encore de s'investir dans la campagne BDS. Et donc aujourd'hui, pour en discuter, on a proposé à Vervaine Angéli de nous rejoindre et donc de tenter de répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose, notamment quelle place il y a pour la solidarité internationale dans le mouvement syndical, donc la solidarité internationale en général, mais aussi quel lien faire entre l'engagement pour la Palestine et l'engagement pour d'autres luttes en général. Comment est-ce qu'a évolué ce soutien pour la cause palestinienne dans le mouvement syndical français, et peut-être aussi quelles sont les relations avec le mouvement syndical palestinien. Je vais te laisser la parole, Vervaine, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je te laisse la parole et puis voilà, je me permettrai peut-être de temps en temps de relancer ou de réorienter. Comme ça, en général, on donne à peu près une quarantaine de minutes, 40 à 50 minutes pour intervenir. Et puis, mais bon, c'est comme tu le sens. Et puis ensuite, voilà, on laisse un peu de temps pour l'échange avec les participants. Merci. Pas de souci. Merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis Vervaine Angéli, je suis une des animatrices de l'Union syndicale solidaire. L'Union syndicale solidaire, c'est un syndicat qui regroupe un grand nombre de syndicats dont peut-être vous avez entendu parler, des syndicats qui s'appellent Sud par exemple, des syndicats qui s'appellent Solidaire, des syndicats qui s'appellent Autrement, bon bref. Et par ailleurs, c'est pas un gros syndicat, hein, c'est un syndicat qui a maintenant un certain nombre d'années et puis qui est composé de syndicats qui sont assez anciens, etc. Mais c'est un syndicat qui a une place. On n'est ni la CGT ni la CFDT en gros pour faire des comparaisons. Néanmoins, on existe et on a des points de force hein, dans un certain nombre de secteurs professionnels, donc on est aussi légitime à venir parler de ces choses-là, mais on n'est pas non plus les seuls sur le terrain à être en capacité de parler de ça. Donc moi sinon je suis anciennement salariée de Orange, voilà. Maintenant je suis une des animatrices du syndicat et je m'occupe d'une série de questions internationales et d'autres questions parce qu'on n'est pas non plus très très nombreux, donc voilà, on fait beaucoup de choses. Donc la première chose sur laquelle je voulais intervenir, c'était dire en gros pourquoi nous, comme organisation syndicale, on s'intéresse à cette question. Donc ça tourne autour de trois raisons. La première, tu y faisais référence, c'est qu'il y a une tradition anticolonialiste dans le mouvement ouvrier français et dans le mouvement ouvrier international. Et nous, on appartient à un courant syndical qui s'est construit à travers des positionnements anticoloniaux, c'est-à-dire dans nos références, il y a des choses contre le colonialisme en Algérie, en Afrique, et de façon, je dirais, relativement naturelle, même si ce n'est pas naturel, il y a un positionnement anticolonial qui fait qu'on n'a pas simplement la perception du fait qu'il y a un conflit israélo-palestinien, mais qu'avec deux parties qui doivent s'entendre, etc., mais qu'on est aussi face à une situation de domination et une situation coloniale. Donc ça, c'est notre analyse. Et donc on appartient aussi à ce courant syndical qui considère qu'il n'y a pas une ligne
infranchissables entre des grandes questions et puis les petites questions qu'on traiterait au plan syndical dans l'entreprise, etc. Mais qu'il y a des liens dans tout ça. La deuxième chose, c'est qu'on est donc des militants et des militantes syndicaux et qu'on est aussi dans une tradition qui est qu'on pratique la solidarité internationale des travailleurs, en gros, et que ça fait partie des choses qui nous intéressent, de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les gens travaillent, dans lesquelles ils peuvent faire grève, dans lesquelles, comment ils sont payés, etc., que ce soit aux États-Unis, en Italie aujourd'hui ou en Palestine. Donc on est aussi dans une pratique qui est pas simplement de faire des comparaisons, etc., mais d'engager des actions de solidarité internationale, de faire connaître aussi des luttes quand elles existent dans un certain nombre de pays. Et on est dans un travail, alors qu'on ne fait pas nécessairement tout seul, mais on est assez... Je reviendrai sur avec qui on travaille, etc. Ensuite. Mais on est aussi dans un travail de dénonciation de ce que sont les conditions spécifiques et qui ont à voir avec le colonialisme aussi, les conditions spécifiques d'exploitation dans lesquelles sont les travailleurs et les travailleuses en Palestine. Excuse-moi, mais du coup, est-ce que je peux te demander peut-être d'expliciter, alors pourquoi est-ce que c'est important pour des travailleurs français de s'intéresser à ces questions-là et de s'intéresser du coup au sort des travailleurs palestiniens? Alors, ça ne va pas forcément de soi. Ça va pas forcément de soi. Nous, on pense qu'il y a une relation entre la façon dont sont exploités les travailleurs un peu partout sur la planète. Alors, on va pas parler, par exemple, de délocalisation, ce qui pourrait être le cas dans d'autres pays. Mais disons que dans d'autres pays, par exemple, c'est ça qui peut nous guider. Quand on fait de la solidarité avec les travailleurs et les travailleuses du Bangladesh, par exemple, après l'incendie du Rana Plaza, on est intéressé à faire connaître le scandale qu'ont été les conditions qui ont amené, et dont certaines continuent par ailleurs, à pouvoir amener de tels drames, etc., un incendie où il y a eu des centaines de mortes en particulier, mais on est aussi intéressé à ce qu'est la chaîne de production internationale à un moment donné. Alors ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, en Palestine, on n'est pas tout à fait dans une situation comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans des rapports de production à l'échelle internationale qui font que les travailleurs, c'est sans doute un des problèmes aussi, que les travailleurs et les travailleuses de Palestine sont intégrés à une chaîne de production. Si à un moment donné, on est capable de le mettre en évidence, c'est évidemment des choses qui pourront nous intéresser. Donc, mais c'est un peu notre manière de donc la Palestine, réfléchir à ça. Ça ne sert pas forcément dans un schéma classique de solidarité avec les travailleurs. Non. En revanche, faire connaître dans quelles conditions les personnes travaillent en Palestine, c'est quand même aussi du même ordre que de faire connaître la façon dont les travailleuses du Rana Plaza ont été traitées, et y compris avec les conséquences que ça a eu. C'est-à-dire qu'on est dans je veux dire, quand on explique qu'il y a des taux de chômage je veux dire, qui sont encore plus importants à Gaza, par exemple, et pour quelles raisons c'est cette situation-là, c'est des choses qui peuvent parler. Après, il faut aussi avoir fait un travail auprès, je veux dire, des gens avec qui on discute, des salariés, pour qu'ils aient aussi un peu de compréhension que c'est intéressant de savoir comment dans le reste de la planète ça se passe. Je veux dire, c'est pas non plus des trucs qui sont totalement évidents. Mais je dis, quand on parle des taux de chômage, je pense que c'est parlant pour les gens. Quand on explique qu'il y a des centaines, des milliers de travailleurs et de travailleuses qui passent des checkpoints pour aller travailler en Israël, que ça implique, je veux dire, des conditions de vie qui sont intolérables, que en plus c'est soumis, je veux dire, à des conditions
de sécurité, de conditionnalité, c'est-à-dire que je veux dire, un jour on peut être admis à travailler, un jour on peut ne pas être admis à travailler, et donc c'est des conditions c'est de la précarité à l'état pur. Bien. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut être parlant, mais évidemment, j'y reviendrai après, je pense que pour faire comprendre un certain nombre de choses comme ça, il faut déjà qu'il y ait aussi les gens qui aient envie d'ouvrir les oreilles et de s'intéresser à la question. Et ça, c'est aussi le travail qu'on essaye de réaliser avec d'autres moyens. Autre exemple sur la situation des travailleurs palestiniens, on a aussi des liens avec des travailleurs qui sont... des Palestiniens de 48, donc qui sont sur le territoire israélien et qui aujourd'hui, je veux dire, qui nous envoient des informations sur la destruction des maisons. Je veux dire, c'est pas strictement un problème de leur entreprise, mais la question de la destruction des maisons, qui existe évidemment en Cisjordanie aussi, voilà, ou à Gaza, mais c'est évidemment des choses qui pèsent de façon considérable sur leurs conditions de travail, etc. Toute la précarité de la vie, bien, des Palestiniens sous leurs différentes appellations ou sous localisation, c'est évidemment quelque chose qui pèse sur leurs conditions de travail. Ce qui veut dire que la question du colonialisme et ce qui est imposé comme relation coloniale aux Palestiniens de manière générale, elle s'imbrique de façon très très forte en fait à leurs conditions de travail, à la façon dont ils sont payés, le fait que les salaires soient très bas en Cisjordanie ou à Gaza, et que par contre les produits en Cisjordanie viennent pour l'essentiel d'Israël, c'est aussi une condition qui est au prix israélien. C'est aussi une manière de discuter de ce que c'est le pouvoir d'achat là-bas, etc., de ce genre de choses. Donc c'est cette imbrication-là qu'on essaye de faire comprendre. Et après, il y a tout un... Alors, il y a l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a fait un rapport qui est assez complet, en fait, sur la situation du travail et des travailleurs, des travailleuses en Palestine. Et il y a aussi des enjeux de ce point de vue-là, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une dénonciation qui peut être faite, cette dénonciation-là, c'est aussi la pression qu'on met sur la question, alors ce qu'on appelle le travail décent, en fait, dans le syndicalisme international ou dans les organismes internationaux, etc. C'est quelle pression peut être mise aussi sur... tout le monde dit il faut faire avancer la question de faire reconnaître le droit au travail décent, etc. Bon, le travail décent, là, c'est simplement pas possible. Et c'est simplement pas possible, beaucoup aussi à cause de la situation coloniale. Le troisième point sur le pourquoi, c'est un point qui concerne en fait les politiques économiques et sociales. Alors, en particulier dans la situation en Cisjordanie, avec les politiques mises en place avec l'autorité palestinienne, et le fait que il y a, alors en particulier avec les accords d'Oslo, mais on va dire que ça aurait pu arriver de façon différente, etc. Mais en gros, un développement des politiques néolibérales sous les formes qu'on connaît dans d'autres endroits, c'est-à-dire la présence des investissements étrangers, la question de la pression sur les dépenses publiques, un certain nombre de choses comme ça qui sont pour le coup, des politiques qu'on connaît partout sur la planète et auxquelles sont confrontés les syndicats, les gens qui luttent, etc., un peu partout. Alors, là aussi, la question de l'imbrication de ces politiques-là avec la question coloniale, c'est quelque chose d'important, parce que je disais donc, manifestement, les accords d'Oslo ont autorisé en fait la présence de ces investissements de façon importante. On a eu une lutte sur la question de la loi sur la sécurité sociale
qui a duré plusieurs années et dont un des objets de la lutte et dans laquelle étaient engagées les organisations syndicales de façon importante, sur lesquelles il y a eu des manifestations, etc. C'était aussi le fait que la loi sur la sécurité sociale, telle qu'elle était proposée aux Palestiniens qui étaient dans le secteur privé, c'était une loi qui faisait que les cotisations sociales qu'on demandait donc de payer aux travailleurs et aux travailleuses allaient dans des fonds d'investissement qui étaient des fonds d'investissement gérés après par des banques internationales, etc. Et donc, alors, y compris avec le caractère difficile de la situation, c'est-à-dire comme c'est une situation qui n'est absolument pas stabilisée du point de vue d'un État social qui serait dans un état de non-guerre, bon, ça veut dire aussi que les travailleurs, ils étaient confrontés au fait de devoir cotiser pour des prestations de sécurité sociale auxquelles ils n'étaient pas sûrs d'avoir droit un jour quel qu'il soit. Et par ailleurs, autre élément qui lie aussi cette question des politiques économiques et sociales à la situation coloniale, c'est qu'on a cette situation qu'il y a donc de très très nombreux travailleurs palestiniens qui travaillent côté israélien, et qu'en fait les cotisations sociales sont perçues par Israël, qui devait reverser et qui reverse en fait dans des formes de chantage par ailleurs assez permanents, bien ces cotisations-là. Donc il y a aussi un lien qui est extrêmement pervers en fait, qui est un lien d'exploitation, qui est un lien de domination par l'autre côté, c'est-à-dire par le biais de la sécurité sociale, etc., avec des formes de chantage qui peuvent être assez permanentes, comme on a sur d'autres situations, les incidents qu'ont concerné Gaza avec le paiement de l'électricité, etc. Je veux dire, il y a des relations d'intrication qui sont diaboliques, je veux dire, sur la façon dont ça fonctionne. Et ça, j'ai pris l'exemple de la sécurité sociale parce que, y compris, c'est vraiment un terrain sur lequel il y a eu une lutte importante des syndicats sur cette question. Et donc là, on a en fait, ce que tu dis, c'est qu'on a une articulation entre du coup des politiques d'inspiration libérale qu'on peut trouver ailleurs et un contexte colonial particulier. Oui. D'accord. Mais et du coup, est-ce que là aussi, ça facilite pas les ponts avec d'autres situations ou est-ce que c'est vraiment un contexte qui est trop particulier pour après, notre travail, je dirais, c'est toujours d'expliquer que le contexte est particulier, mais que ce qui leur arrive arrive dans les réductions des dépenses publiques. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que c'est le rôle de l'autorité palestinienne dans cette affaire, c'est-à-dire qu'elle est en même temps sous contrainte et elle est en même temps actrice en fait de la mise en œuvre de ces politiques-là. Donc, ce qu'on peut connaître par ailleurs dans d'autres pays, je veux dire, parce que les questions de domination, bon, elles sont spécifiques là, mais elles peuvent exister dans d'autres endroits. Donc, je pense que ça fait partie des choses qu'on essaie de faire comprendre, mais je pense que ce troisième point-là fait partie, à mon sens, des choses les moins connues, bien quand on discute comme ça avec, je veux dire, que ce soit, mais y compris avec un certain nombre de militants et de militantes qui peuvent être intéressés à la question. Bon, je veux dire, la question des conditions dans lesquelles sont les travailleurs en Palestine, etc. Il y a des photos, il y a des choses qui sont sorties qu'on peut connaître. Après, les conditions spécifiques du fait que d'une certaine manière, les travailleurs palestiniens, ils sont aussi confrontés à une loi travail, à des politiques d'austérité, à des choses comme ça. Donc, on essaye de construire ces ponts-là
mais ça ne fait pas partie nécessairement des choses qui sont les plus admises, parce que les gens pensent que la question coloniale, elle domine tout, mais y compris qu'elle écrase tout d'une certaine manière. Que la seule chose qui existe comme rapport de domination, c'est un rapport de domination entre Israël et les Palestiniens, mais qu'il n'y a pas un autre rapport de domination qui serait celui, en gros, du capital international via les pays du Golfe, via Israël, via les États-Unis, via différentes choses, aussi sur les travailleurs palestiniens. Et ce rapport existe. Et ce rapport existe. Voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous, on est effectivement assez sensibles, qu'on essaye de dire, et qui, pour nous, ont de l'importance dans les choses que je vais aborder après, qui sont dans les rapports qu'on a avec les organisations syndicales. Parce que, pour le coup, elles ont une vision des choses, les organisations syndicales en Palestine, hein, je parle, parce que elles ont une vision des choses qui est pas simplement un rapport de domination, qui est le rapport de domination coloniale, mais aussi une connaissance de ce qui se passe sur le terrain et de quels sont les acteurs auxquels elles sont confrontées, en fait. Hein. Donc ça. Et donc ça, je dirais, c'est nos motivations, c'est nos analyses, c'est les explications qu'on essaye de donner sur notre compréhension de la situation là-bas, ce qui nous semble difficile à vivre pour les gens, scandaleux comme condition, etc. Donc voilà. Alors après, pour venir sur ce qu'on fait nous, alors je reprécise là qu'on n'est pas les seuls à faire des choses, voilà. Mais donc, ce qu'on fait nous en termes d'activité, de pratiques syndicales, le premier point qui est important, c'est que nous, on s'inscrit dans la campagne internationale du BDS, donc boycott des investissements et sanctions. On est partie prenante, je pense, depuis quasiment le début dans cette affaire-là. Alors, oui, une précaution quand même, c'est que on est partie prenante, je veux dire, quand il y a eu les manifestations contre l'intervention israélienne à Gaza, on était présents. Quand on fait des trucs, quand il y a des activités contre les emprisonnements, sur les grèves de la faim, je veux dire, on a participé à des rassemblements, etc. Donc, je laisse ces choses-là de côté parce que c'est pas spécifique à ce qu'on fait nous, mais ça fait partie aussi des choses où on essaye de participer, d'être présent, etc. Donc vous êtes présent dans ce qu'on appelle le mouvement de solidarité, voilà, en gros, avec la Palestine en France. Voilà, après, on est présent, ça fait aussi partie des choses qui sont un peu compliquées, c'est-à-dire on est, par rapport à des organisations de solidarité, une grosse organisation, parce qu'on est une organisation syndicale, on est une surface plus importante. En même temps, on est, je dirais, multithématique. Plus importante que des petites associations qui sont spécialisées sur la Palestine. Mais en même temps, on n'est pas spécialisé, nous, sur la Palestine. Donc, de temps en temps, je veux dire, on voudrait en faire plus et c'est pas toujours si simple. Sans parler du fait, par ailleurs, que le mouvement de solidarité étant très divisé, c'est aussi... et on essaye d'avoir des relations... par ailleurs avec tout le monde, mais bon, ça, c'est pas toujours... C'est notre affaire. C'est pas toujours le plus simple, bon, bref. Mais, donc, pour revenir à ce qui est un peu spécifique dans notre activité, donc, nous, on s'inscrit donc dans la campagne BDS. On s'est inscrit dans des campagnes, et on continue à s'inscrire dans des campagnes de boycott. Je peux donner un exemple sur la question d'HP, par exemple, qui est une des campagnes qui a été relayée de façon importante au plan international. Donc, les formes que ça a pris, en restant modeste par ailleurs, mais je donne quelques exemples de ce qu'on encourage et ce qu'on essaye de faire. C'est évidemment
le fait que nos syndicats ne s'équipent pas en matériel HP. Tout le monde sait pourquoi il y a une campagne de boycott sur HP. C'est une question, peut-être un petit peu préciser. Bon. Ouais. En fait, Hewlett-Packard, donc HP, qui a des activités diverses, est impliqué en fait dans des activités qui sont notamment des activités de sécurité, alors que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les checkpoints, etc. Donc, je veux dire, c'est la pression pour que ces activités-là s'arrêtent, etc. Donc, comme il y a des activités multiples, le fait de pouvoir engager un boycott qui soit quelque chose d'actif en fait et de possible à mettre en œuvre par toutes sortes d'individus, de structures syndicales ou d'entreprises, etc. Ça fait partie des choses qui peuvent être possibles. Donc, ce qu'on essaye de faire, on a fait une motion syndicale à notre dernier congrès, c'est de dire, voilà, si vous avez des ordinateurs HP, ben vous renouvelez pas ces contrats-là, vous en achetez pas, etc. On a eu quelques-unes de nos organisations, en particulier Sud Éducation, qui a fait des courriers au ministère de l'Éducation nationale. Il y a des endroits où ça a été relayé dans des universités, etc. Bon, il y a ce genre de choses qui est fait. Après, quand je dis c'est rester modeste, c'est qu'en même temps, c'est pas tous les militants ou les militantes qui se prennent par la main pour écrire à leur université qu'il faut arrêter d'acheter, de se fournir chez HP, etc. Mais il y a des choses comme ça qui ont été faites et en tout cas qu'on essaie de mettre en visibilité. Après, il y a BDS, donc le D, c'est le désinvestissement. Alors là, on considère qu'on a un rôle qui est plus important encore parce que c'est sur ces batailles-là qu'on peut être le plus efficace, en tout cas qui mêle nécessairement la place dans les entreprises qui sont concernées par ces batailles de désinvestissement, donc la place des gens qui y travaillent et la pression extérieure qui peut être faite sur ces entreprises pour qu'elles désinvestissent. Hein. Donc, la première campagne dans laquelle on s'est inscrit de ce point de vue-là, c'est la campagne qui a été faite sur Orange, bon, en sachant que Orange, donc c'était là où je travaillais par ailleurs. Orange avait un contrat avec une entreprise en Israël qui s'appelle Partner. Bon, et par ailleurs, je veux dire, dans des conditions où en fait la marque Orange était utilisée largement sur le territoire, sur les territoires occupés, etc., y compris juste à la fin de cette campagne-là. C'était pendant l'intervention militaire à Gaza de 2014. En fait, on a eu, y compris je veux dire, le logo Orange qui était quasiment mis à côté de l'armée israélienne qui était en train d'intervenir parce qu'il y avait des promotions qui étaient faites pour les soldats, etc. Bon, donc on est rentré dans une campagne. Alors on n'était pas tout seul, hein, y compris donc Didier qui est de la FPS, etc. Je veux dire, c'est des choses. Les campagnes de désinvestissement, on les a quasiment toutes faites dans un cadre commun et avec d'autres organisations syndicales, hein, la CGT notamment à cette occasion-là. Cela dit, même en interne à Orange à l'époque, quand on a posé des questions, on avait y compris à certains moments puisque c'était Solidaire et la CGT donc, qui étaient investis en tant qu'organisation syndicale dans la demande de rupture en fait, de l'accord avec Partner. Bien, on avait d'autres organisations syndicales qui nous ont suivis en interne sur cette question-là. Par exemple, la CFDT, je me souviens bien, a posé la même question que nous à un moment donné. Alors, ce qui a été intéressant à ce moment-là, mais dans un contexte très spécifique, c'est qu'en fait, il y a eu une campagne. Alors, les campagnes de désinvestissement, ça dure longtemps. Hein.
Je veux dire, c'est pas en claquant dans les doigts que les boîtes, elles nous écoutent, y compris, elles sont d'un cynisme absolu. Je veux dire, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, pendant tout le début, ils considèrent qu'il y a 3 oiseaux qui les perturbent, mais que c'est franchement pas grand-chose. Je veux dire, ils vont essayer de jouer, attention, l'antisémitisme, éventuellement ce genre d'argument. Et puis, à un moment donné, ils vont commencer à se rendre compte que ça prend, c'est-à-dire que et la pression intérieure et la pression extérieure sont en train de prendre, et ils disent, bon, mais si on a un problème, à un moment donné, on donnera de l'argent pour faire une subvention à tel organisme, etc. Et puis comme ça fera un truc un peu équilibré. Oui. Alors que la question du désinvestissement, là, je veux dire, elle était argumentée par rapport y compris à la complicité sur le fait de ne pas respecter le droit international, sur un certain nombre de choses comme ça. Donc, ils sont vraiment dans... Hein, des choses qui ne s'achètent pas. Oui. Et ils sont vraiment je veux dire, les boîtes sont vraiment dans un cynisme absolu sur ces affaires-là. Et c'est vraiment des choses de longue haleine. Donc, et ce qui a permis en fait de gagner cette bagarre qui est une petite bagarre mais qui a été significative et qui a été assez intéressante. Et à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, je veux dire, ça rend les Israéliens furieux et ça a des conséquences en fait économiques, y compris ce genre de choses. Hein. C'est que en fait, en même temps qu'on faisait cette bagarre-là, donc à l'extérieur d'Orange, à l'intérieur d'Orange, il y avait aussi des liens qui avaient été tissés. Alors, soit par la campagne BDS, puisqu'il y a eu un BDS qui s'est construit en Égypte à ce moment-là, et en Égypte, il y avait une filiale d'Orange qui était, je veux dire, un très gros truc, voilà, et qu'ils ont eu peur d'un appel au boycott, parce que là, pour le coup, ça aurait eu des conséquences en termes d'effondrement des parts de marché, je veux dire très, très concrètement, y compris nous, ce qu'on avait fait, parce qu'on avait des relations qu'on a toujours d'ailleurs avec les travailleurs et travailleuses de la filiale Orange en Tunisie. C'est que on avait pris des relations pour discuter de ça avec eux, etc. Et que, y compris, on les avait mis dans la boucle de façon importante. Donc il y avait aussi des choses en Tunisie qui commençaient à se passer. En plus, il y a eu 2 forums sociaux mondiaux où il y a eu des trucs qui ont été faits sur la question d'Orange. Moi, je me souviens, y compris dès l'aéroport, etc. Donc, on était vraiment dans un truc où on a tiré toutes les ficelles qu'on a pu avoir, y compris en interne, et donc qui ont bien fonctionné. Après, c'est pas, je pense, ni tous les salariés d'Orange qui ont entendu parler de cette affaire-là. Bon, même s'il y a eu une déclaration du PDG à un moment donné qui a été rendue publique pour dire qu'il rompait le contrat, ni tous les militants et militantes de Sud PTT, puisque c'était la branche de Solidaire qui était là, qu'on relayait ces informations-là. Mais il y a eu des tracts, il y a eu des affichages, il y a eu des comptes rendus, etc. Et je dis un peu une prise en étau de l'entreprise là-dedans. Alors, on est investi dans 2 autres campagnes qui sont toujours en cours en termes de désinvestissement. Une qui concerne les banques, qui concerne 4 banques françaises et une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance étant AXA, les banques étant la BPCE, Didier, tu me diras si je me trompe, le Crédit Agricole, la Société Générale et la BNP, voilà. Donc, on est en pression sur ces banques-là. Alors, avec... ça veut dire que dans le cadre de la campagne, il y a aussi... parce que là, c'est une situation un peu différente. Hein, c'est que sur Orange, il y avait un contrat qui était identifié. Hein, je veux dire, il y avait une relation contractuelle qui était celle qu'on voulait briser. Là, en fait, on est dans la démonstration qu'il y a des relations avec les banques israéliennes, qu'il y a des investissements dans les territoires occupés qui sont faits par
par les banques en question. Donc c'est une mécanique, une démonstration qui est plus difficile à faire. Et puis l'autre truc pour des organisations syndicales comme la nôtre ou d'autres, c'est aussi que le milieu syndical dans les banques n'est pas nécessairement le même que ce qu'on connaît dans d'autres entreprises. Donc il n'y a pas obligatoirement la même réactivité, la même facilité à se saisir de ces thématiques-là, etc., y compris pour toutes les organisations syndicales. Cela dit, ça fait partie des choses qu'on continue à faire. Le dernier exemple que je voulais prendre, qui est assez intéressant parce que ça met en jeu aussi des choses différentes, c'est la question du tramway de Jérusalem, qui est toujours quelque chose qu'on a mis en œuvre alors le cadre d'alliance dans lequel on travaille autour de ça, il change parfois. Je veux dire, il y a y compris la CFDT, en plus de la CGT, qui est venue sur cette affaire de tramway, ce qui est plutôt quelque chose de très satisfaisant. Et en fait, on a eu donc... alors, le problème sur le tramway, c'est que sa construction, aujourd'hui, elle sert de Jérusalem. Donc, elle sert essentiellement à relier, en fait, Jérusalem-Ouest avec les colonies illégales, etc. Donc, je veux dire, il n'a aucune fonctionnalité par rapport à la vie des Palestiniens de Jérusalem-Est aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre-là que cette campagne est menée. Et donc, il y a eu l'interpellation, alors qui continue en partie, d'entreprises françaises qui sont investies dans ce projet-là, alors soit du point de vue des études, soit de la construction. Et il y a une de ces entreprises qui est une filiale à 100% ou quasiment de la SNCF et de la RATP. Et on a obtenu de la part de la SNCF, en fait, par la présence syndicale et la pression syndicale, le fait que la SNCF a annoncé que sa filiale se retirait en fait du projet d'étude des nouvelles lignes du tramway de Jérusalem. Donc ça, c'est quelque chose de positif et qui est arrivé assez vite. Après, c'est pas les seuls. Il y a une autre filiale qui est aussi une filiale alors qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, mais qui est aussi un organisme public en fait. Et là, ce qui est en jeu dans ces affaires-là, et ce qu'on avait fait un peu à Orange, mais à Orange, la participation publique, elle était de 30%. Donc, on a fait une pression sur l'État, mais qui n'avait pas les mêmes enjeux que quand c'est 100% ou quand c'est 80%, comme la filiale de la Caisse des dépôts, qui s'appelle Aegis. Donc, plus il y a un travail en direction d'Alstom, etc. Donc, il y a ces choses-là qu'on tente en termes de désinvestissement. Et la chose intéressante à laquelle je voulais faire référence, c'est que, en fait, par les liens internationaux qu'on a, alors les uns et les autres, mais là pour le coup c'est passé par nous, on a aussi des liens avec des syndicats. Là pour le coup, dans l'exemple, c'est un syndicat basque qui s'appelle le LAB et qui a mené en fait une action de pression sur l'entreprise qui s'appelle CAF, en fait, qui construit des wagons, etc. Et donc, en lien maintenant avec l'ensemble des syndicats de l'entreprise, etc., qui sont en train de faire une grosse pression pour faire que l'entreprise CAF se retire aussi du marché. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait en coordination et qui sont intéressantes. Alors, puisque je parle de cette histoire de comment on travaille avec d'autres syndicats, nous, on est inscrit dans un réseau syndical européen pour la justice. La dénomination, c'est le réseau syndical européen pour la justice en Palestine. D'accord. Bien. Alors, qui est un réseau syndical, en fait, il existe depuis, ça va faire 2 ans maintenant. En fait, qui est composé pour l'essentiel d'organisations qui sont en Grande-Bretagne, Irlande,
des gros syndicats qui sont... Alors l'Irlande étant un des pays où il se passe beaucoup de choses du point de vue de la solidarité avec la Palestine. Donc les syndicats sont très présents, Irlande du Nord et puis Irlande. Donc en Grande-Bretagne, on a une présence aussi de ce réseau qui est importante dans l'État espagnol, où là aussi la solidarité avec la Palestine est quelque chose d'assez important. Je veux dire, il y a des coordinations syndicales, il y a vraiment des implications qui sont fortes. Et puis après, c'est une présence qui est moins importante. Bon, en France, par exemple, il y a des organisations locales de la CGT qui sont venues dans le réseau. Il y a la FSU qui est venue, donc le syndicat enseignant. Il y a nous, mais c'est pas les grosses organisations. Donc, et il y a les syndicats belges, parce que là, pour le coup, c'est des grosses organisations aussi. Donc il y a... alors, pas en totalité sur la FGTB, je pense qu'il y a une partie... la partie industrielle de la FGTB qui est dedans, et il y a le syndicat chrétien qui est dans ce réseau-là. Et ce réseau-là, en fait, il a, on va dire, 3 objectifs. Le premier, c'est un réseau européen, donc c'est de faire pression sur l'Union européenne, alors en particulier sur la question de la rupture de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Donc, bon, par exemple, là, il va y avoir... les élections, donc il va y avoir un certain nombre de démarches qui vont être faites, etc. Bon, la deuxième chose, c'est la question de la complicité en fait des multinationales, des entreprises européennes, donc et d'agir ensemble sur ces affaires-là. Donc j'ai donné un exemple de ce qui a fonctionné là sur la question du tramway. Il y a beaucoup d'échanges d'expériences, de choses qui sont assez intéressantes, parce qu'il y a un gros syndicat norvégien, je ne les ai pas cités, mais qui est extrêmement actif sur des choses en termes de désinvestissement, qui a fait toute une campagne sur une entreprise qui s'appelle GS4, qui est aussi dans le domaine de la sécurité. On a les syndicats britanniques qui font des gros trucs sur les fonds de pension, parce que je veux dire, c'est pas le même système de retraite, etc. Pour que les syndicats qui sont dans la gestion des fonds de pension en Grande-Bretagne désinvestissent aussi dans certains domaines, etc. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui sont échangées en termes de campagne, etc. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et le troisième domaine dans lequel il y a ce réseau essaye d'intervenir, c'est aussi on va dire, dans ce qu'est le syndicalisme international, les grandes organisations syndicales internationales. Alors, pour le coup, nous, on n'en est pas membre, donc je parle des autres et de ce que fait le réseau. Après, nous, on travaille avec toutes sortes d'organisations, donc on est aussi le relais de ce genre de choses. C'est le fait que d'essayer de faire que le syndicalisme international décide sciemment d'avoir des liens avec les syndicats palestiniens et pas avec le syndicat israélien Histadrout, qui est un syndicat qui participe depuis sa naissance d'une politique d'apartheid, etc. Et qui par ailleurs est dans une relation très complexe avec... mais là aussi de domination coloniale, avec les travailleurs palestiniens, puisqu'en fait les cotisations syndicales sont prélevées par la Histadrout, sont censées, elles le sont parfois, être reversées au syndicat officiel qui s'appelle PGFTU, syndicat palestinien, ce qui crée des relations absolument détestables entre parce que c'est une situation qui est vécue comme totalement anormale, en fait, de dépendre de ce que va donner la Histadrout liée à l'exploitation et dans les conditions dans lesquelles elle se fait, etc., des travailleurs palestiniens. Donc, ce réseau, il agit aussi dans les différents congrès syndicaux, dans les organisations internationales dont sont membres les uns et les autres, pour essayer de faire rompre les liens avec la Histadrout. Ce qui est très difficile, par ailleurs, parce que
la Histadrout, elle est bien installée, etc. Et c'est assez compliqué, mais il y a des choses qui se font de façon un petit peu insistante, etc. Bon, voilà. De toute façon, ça fait partie des choses qui sont de toute façon, je veux dire, la lutte sur ce terrain-là, elle n'est pas, je veux dire, elle date pas d'hier, et puis elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, bon, ça contribue à essayer de porter un certain nombre de choses. Donc, le dernier point là que je veux traiter, c'est la question de nos relations avec les organisations syndicales palestiniennes. Donc, nous, alors, je veux dire, les relations qu'on choisit, nous, c'est des relations avec les syndicats indépendants. C'est-à-dire que quand on fait des délégations, alors après, on a des militants et des militantes qui partent dans des délégations diverses et variées, qui ne sont pas que des délégations syndicales. Donc, ils rencontrent sans doute toutes sortes de gens, etc. Et je ne sais pas qui ils rencontrent précisément, même si nous, on donne des conseils, par exemple, pour avoir des rencontres syndicales. Bon, mais nous, on a des relations syndicales avec les syndicats indépendants. Tu peux préciser, du coup, ce que tu entends par syndicat indépendant? C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple j'ai dit ce qu'était la PGFTU, c'est-à-dire que c'est un syndicat qui est, dont les responsables, alors c'est pas le seul, l'autre doit s'appeler PFTU, qui est un syndicat plus à l'extérieur, mais je veux dire, qui a une existence à l'extérieur de la Palestine, en fait. Bon, mais ces deux syndicats-là, ils ont leurs responsables qui sont nommés par l'autorité palestinienne. Et ce qui ne veut pas dire que nécessairement que tous les gens sont sur des positions d'adaptation avec les politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais y compris, la PGFTU, c'est un syndicat qui est aussi assez massif et qui est, dans lequel il y a des gens qui peuvent être en désaccord à un moment donné avec des orientations, etc. Néanmoins, nous, on a décidé d'avoir des relations avec les syndicats indépendants. Alors, le syndicalisme indépendant, il est extrêmement éclaté en Palestine, c'est-à-dire qu'on a des relations avec une organisation qui s'appelle la GFIU, donc qui est la fédération une fédération de syndicats indépendants. Il y a une organisation qui s'appelle New Unions, donc c'est les nouveaux syndicats. On a des gens qui sont en dehors de tout ça. On a des rapports avec le syndicat des postiers qui était membre de la GFIU, qui en est sorti, etc. Bon, mais qui existe comme organisation indépendante. Il faut savoir qu'il y a de très très grosses pressions pour le coup de l'autorité palestinienne sur les syndicats, sur le syndicalisme indépendant. C'est-à-dire que alors, je ne sais pas exactement où ça en est, je pense qu'on en saura plus parce qu'on refait une délégation dans pas très longtemps, mais y compris à un moment donné, il était question que pour bénéficier d'un certain nombre de droits sociaux, en particulier de la sécurité sociale par exemple, il faille être affilié au syndicat officiel, ce qui évidemment met en cause toute liberté syndicale, etc. Donc, ce qui crée des difficultés. Après, bon, il y a aussi une tradition, mais qui existe dans d'autres pays, sur des liens avec des organisations politiques, etc. Ce qui fait aussi un paysage qui peut être très divisé. Et puis, il y a des gens, par exemple, il y a eu en 2016, il y a eu une très grosse grève des enseignants en Palestine, et qui sont sortis à ce moment-là du syndicat officiel de la PGFTU, qui ont fait une grève, je veux dire, qui a duré plusieurs mois, avec des rassemblements, des manifestations hebdomadaires qui étaient très importantes. Et ils devaient constituer un syndicat, et manifestement, ils ne l'ont toujours pas fait. Donc, on est aussi dans des formes intermédiaires à un moment donné. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils continuent à avoir des relations entre eux, parce qu'ils étaient organisés à ce moment-là sous des formes de collectifs locaux.
on a un paysage qui est assez éclaté, ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas des relations qu'avec des syndicats. Parce qu'on sait que les enseignants, par exemple, ils ne sont pas aujourd'hui organisés sous forme strictement syndicale, mais on a aussi des organisations de chômeurs, on a aussi, alors c'est un petit syndicat je crois, mais des femmes qui gardent les enfants, etc. Bon, on a différentes structures comme ça, et on essaye d'avoir, nous, des relations un peu avec tout le monde. Alors on a y compris des relations avec un syndicat qui est à Nazareth, donc du côté israélien, qui est un syndicat qui s'appelle Syndicat des travailleurs arabes, mais qui syndique des travailleurs arabes et juifs, mais qui s'appelle Syndicat des travailleurs arabes, et donc qui est un syndicat alternatif, on va dire, à l'Histadrout. Après, c'est une petite organisation avec laquelle nous, on entretient des relations sur la question de la Palestine de manière générale, et par exemple, je ne sais plus, j'évoquais ça tout à l'heure, qui dénonçait les conditions de destruction des maisons, par exemple, des maisons palestiniennes, qui ont dénoncé la dernière loi constitutionnelle sur, je veux dire, qui remet en cause, y compris le peu de situations qui avaient été données ou qui avaient été laissées aux Palestiniens en Israël, du point de vue de la langue, etc. Bon, je veux dire, qui dénoncent. Qui sont impliqués sur des questions qui ne sont pas directement liées au travail. Qui sont impliqués sur des questions qui ne sont pas directement liées au travail, mais qui sont très impliqués dans des questions liées au travail, c'est-à-dire qu'ils sont aussi, ils sont présents dans des centres d'appel, et comme nous, par ailleurs, on est aussi partie prenante d'un réseau qu'on essaye de construire de centres d'appel au niveau international, où on a créé des liens dans un assez grand nombre de pays, dont par exemple des pays du Maghreb, etc., des pays africains. Je veux dire, c'est aussi de la mise en relation sur des questions qui peuvent être aussi assez professionnelles, qu'on essaye de faire dans des occasions comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on essaye de faire partager. Alors, avec un travail de délégation qui a pris des formes différentes selon les moments, parce que, alors, pas simplement parce que c'est bien d'aller voir les syndicalistes, je pense, parce que quand on s'attache à la question de la solidarité, quelles qu'en soient les formes avec la Palestine, le fait d'aller là-bas, c'est quelque chose de déterminant pour comprendre, je veux dire, pour voir, pour comprendre ce qui se passe. Donc on essaye de faire ça. On essaye de faire connaître aussi les luttes. Je parlais de la lutte des enseignants, la lutte sur la sécurité sociale, c'est aussi des choses qu'on a relayées. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors après... Donc là, il s'agit d'un travail en interne, en fait. Oui, il s'agit d'un travail en interne, et c'est à mettre en relation avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a des positions, y compris dans nos congrès, qui disent très clairement qu'on s'inscrit dans le BDS, qu'on est pour la solidarité avec la Palestine, etc., qu'on a 100 000 adhérents qui se déplacent quand il y a une initiative sur la Palestine, ou qui sont même convaincus, ou même la moitié, ou même 10%. Donc la question, c'est aussi comment on fait partager ces enjeux-là, en sachant qu'on ne peut pas emmener tout le monde en Palestine, parce qu'y compris ça coûte du fric, et il faut que les gens soient assez motivés, y compris pour assumer ce que c'est de faire ça, d'aller là-bas, etc. Et donc il y a tout le travail de compte-rendu qu'on essaie de faire de ces délégations. Le fait on essaie de faire des formations syndicales sur la question de la Palestine. On a fait un petit dépliant comme ça, qui est du matériel qu'on peut mettre, je veux dire, qui est diffusé assez facilement. On a une revue internationale
parce qu'on est assez impliqué sur les questions de solidarité internationale, pas simplement pour ce qui concerne la Palestine. On avait fait, il y avait un numéro de la revue qui a été fait en 2009, qu'on est en train d'actualiser là, c'est-à-dire en fait, c'est pas simplement qu'on reprend les textes, mais on a beaucoup de choses nouvelles. Donc, on va sortir une revue entière sur la Palestine avec des choses qui sont des témoignages, des analyses qu'on demande à des acteurs et des actrices sur place. Donc c'est aussi des choses qui contribuent à renforcer les liens, etc. Et avoir du matériel pour ça. Et en gros, c'est avec tout ça qu'on essaye de faire qu'il y ait le maximum de personnes qui soient, à un moment donné, qui s'engagent un peu dans cette solidarité, je veux dire, au plan interne comme au plan de ce que je disais, de la solidarité plus classique que font les associations. Et y compris, on a beaucoup appris dans le réseau syndical sur aussi certaines formes d'organisation qu'il y a dans d'autres organisations syndicales sur ça. Bon, par exemple, les Irlandais, ils ont une organisation qui est à moitié à l'intérieur du syndicat, mais qui a son autonomie, etc., qui s'appelle Trade Unions Friends of Palestine, et qui est une organisation vraiment de syndicalistes pro-Palestine, quoi. On a dans d'autres pays, c'est le cas en Belgique par exemple, et puis en Norvège, ils ont mis en place un système qu'ils appellent des ambassadeurs pour la Palestine, c'est-à-dire en fait ils font, alors c'est des grosses organisations qui ont pas mal de moyens financiers pour faire ça. Ils ont mis en place en fait des délégations très régulières où ils emmènent des gens qui n'ont aucun lien et qui sont des responsables syndicaux locaux par exemple, qu'ils emmènent en Palestine, à qui ils font faire des comptes rendus quand ils reviennent, et puis ils repartent un an après avec d'autres gens, etc. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on a appris en travaillant dans ces réseaux-là, et dont on sent aussi une certaine efficacité quand les gens racontent un petit peu ce qu'ils ont été capables de faire à tel ou tel moment là-dessus. Nous, on n'en est pas nécessairement là, on n'a pas fait les choses exactement de la même manière, mais on apprend aussi beaucoup les uns des autres. Voilà.